Philippe Alain, bonsoir, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, en visioconférence, confinement oblige, on va faire le point ensemble sur les derniers événements de l'actualité. Vous réagissez beaucoup sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. J'invite la communauté à vous suivre, le lien est dans la description. En tant qu'économiste, vous êtes un amoureux des chiffres, tout comme moi. Si on prend le temps d'analyser l'ensemble des chiffres de cette crise sanitaire, je me permets de reprendre votre tweet qui s'affiche sur l'écran. La soi-disant deuxième vague est fabriquée. Pour vous, il y a clairement une manipulation des chiffres du Covid-19. Oui, absolument. Mais c'est pour moi, en fait. Moi, je m'appuie, moi, je suis docteur, mais en économie, pas en médecine, donc que les choses soient claires. Et je m'appuie sur des médecins qui ont signé des pétitions. Il y en a eu fin août, il y en a eu en septembre, fin septembre. Toussaint, Toubiana, ces gens-là, Perron, qui passent un peu dans les médias, mais pas tant que ça, en fait, qui sont souvent décriés. Voilà, mais moi, je trouve que leurs analyses sont justes, comme celle du professeur Raoult. Et donc, qui explique qu'il n'y a pas vraiment de deuxième vague. Il y a une augmentation qui est réelle, il ne faut pas non plus le nier, mais ça n'a rien à voir avec la première vague. La première vague avait une augmentation extrêmement forte. Quand on regarde la pente du nombre de décès, ça partait très fort. Et là, pour la soi-disant deuxième vague, ce n'était pas du tout la même progression. Et puis, on se rend compte là, que d'après les premiers chiffres, les derniers chiffres dont on dispose, qu'on serait déjà au sommet, puisque le nombre de réanimations est quasiment en train de baisser, le nombre de décès aussi. Sachant que, et là, c'est quelque chose qu'il faut rajouter et que j'essaie de détailler sur Twitter en donnant les sources à chaque fois, c'est que les chiffres sont gonflés à tous les niveaux. Donc, le nombre de cas est gonflé, d'une part, parce qu'on sur le test PCR, on fait un cycle d'amplification de 40 à 45 en France, alors que l'OMS en recommande seulement 30. Donc, on va chercher vraiment des microtraces, des virus qui sont plus, des morceaux de virus qui sont plus actifs du tout. La personne n'est plus positive, n'est plus réellement malade et n'est même plus contagieuse. Mais en prenant une telle amplification, on exagère le nombre de cas positifs. Au-delà de ce qui est nécessaire en termes purement médicaux. Ensuite, le nombre de réanimations, il est aussi augmenté, et ça, je me base sur un médecin qui a fait un article là-dessus intéressant, où en fait, il y a plusieurs types de réanimation. Il y a la simple oxygénation qui peut se faire la personne en étant consciente, et puis il y a une vraie réanimation où la personne est plongée dans un coma artificiel. C'est pas la même chose. Et ce médecin explique que dans la première vague, il y avait beaucoup de réanimations graves, alors que cette fois-ci, il y en a moins, nettement moins en proportion. Et puis, pour le nombre de décès, alors il y a plusieurs témoignages, dont dernièrement un député ancien cardiologue, donc qui a gardé des contacts avec le milieu hospitalier, et qui dit que beaucoup de gens qui décèdent du cancer ou d'autres maladies, s'ils sont positifs au Covid, on les étiquette morts du Covid, alors qu'évidemment, ils seraient morts d'autre chose, et le Covid, à la limite, simplement, au pire, accélérer les choses de quelques jours ou semaines, mais je veux dire, ce ne sont pas des morts du Covid, il y a des gens qui sont morts du cancer, voilà. Et donc, il y a une exagération à tous les niveaux, qu'à mon avis volontaire pour le pouvoir, et puis en termes d'exagération aussi, rappelons celle-là qui est assez effarante, c'est que lors de son intervention, Emmanuel Macron a dit que si on ne confinait pas pour cette deuxième vague, il y aurait 400 000 morts. Bon, il nous avait déjà dit que dans la première vague, si on ne confinait pas, il y aurait 500 000 morts. Bon, 400 000, c'est plus que les États-Unis, qui sont aussi 10 fois plus nombreux que nous. Enfin, je veux dire, c'est un chiffre complètement hallucinant qui vient de l'Imperial College, qui depuis le début raconte n'importe quoi, ça tout le monde le sait. Donc, ce chiffre est complètement aberrant. Donc, on a simplement une vague like, une augmentation. Les médecins parlent de résurgence automnale, donc c'est pas du tout une vague, et puis qui est déjà en train de décroître, donc mais il y a un management de la peur de la part du gouvernement pour confiner, pour fermer les commerces, pour fermer les restaurants, et ça a provoqué des dégâts économiques terrifiants, et puis aussi des dégâts psychologiques. Beaucoup de gens vont sombrer dans la dépression, beaucoup vont se suicider. Je rappelle qu'il y a à peu près 9000 suicides par an en France. Ça, on n'en parle jamais. On parle des 2 ou 3000 accidents de la route. Bon, il faut en parler aussi, évidemment. Mais bon, les suicides, ils risquent malheureusement d'augmenter. Donc il y a un management de la peur que je dénonce régulièrement dans mes publications. Voilà.
On est clairement aujourd'hui dans une guerre de l'information et aussi une guerre des chiffres. Tous les jours, on vous balance les chiffres du Covid-19, matin, midi et soir, le nombre de cas, le nombre de morts, sans vraiment prendre le temps d'analyser l'ensemble des chiffres. Ce qui amène à des décisions stupides, comme un nouveau confinement. Au regard du bilan sanitaire, ce nouveau confinement est-il justifié, Philippe Erlin? Non, pas du tout, pas du tout. On aura pu faire sans. Voilà, on aura pu. Moi, l'idée que je défends, enfin avec d'autres médecins, alors encore une fois, hein, c'est pas moi qui parle, c'est d'autres médecins. Il aurait fallu faire une offre. Alors, il y a encore temps. J'espère que l'ENIAR va venir à ceux qui nous dirigent. Il faut faire une action sanitaire dirigée vers les personnes vulnérables. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est les personnes qui sont âgées et qui ont des comorbidités. L'âge n'est pas le seul facteur, c'est surtout les comorbidités. Et d'ailleurs, quand on regarde les personnes qui décèdent du Covid et qui ont moins de 50 ans ou moins de 40 ans, ça arrive. Hein, et, ce sont des personnes dont on se rend compte qu'elles avaient des comorbidités importantes pour la plupart. Pour les décès de moins de 65 ans qui meurent du Covid, à 82%, ils ont des comorbidités. Ça, c'est un chiffre de Santé publique France. Voilà. Donc, c'est surtout la comorbidité, enfin, une des comorbidités qui compte. Donc, moi, je dis il faut une offre sanitaire dédiée à ces gens-là. Alors, il ne faut pas un confinement. Moi, je suis contre le confinement par principe parce que c'est une remise en cause des libertés fondamentales, mais il faut se parler à ces gens-là et les rassurer en disant, par exemple, s'ils ont des symptômes, il faut qu'ils puissent se faire tester. Ils peuvent passer en priorité dans le laboratoire. Ou alors, s'ils ne veulent pas se déplacer ou s'ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ne veulent pas prendre les transports en commun ou ils habitent dans un village un peu reculé, ben, il faut qu'on envoie une antenne médicale. Voilà. Alors, ça va coûter un peu de l'argent, je comprends, mais il faut le faire dans cette pandémie-là. Voilà. Et puis, il faut que les tests passent en priorité dans les laboratoires pour avoir les résultats le plus vite possible. Et ensuite, s'ils sont positifs avec des symptômes, ben, il faut qu'ils soient pris en charge par l'hôpital. Enfin, il faut qu'ils aient un suivi vraiment, vraiment régulier pour suivre comment ça se passe. Tout ça étant fait, bien sûr, avec les médecins de ville, les médecins, parce que tous ces gens-là ont un médecin, évidemment. Donc, et d'ailleurs, ça peut être le médecin le plus souvent qui demandera le test. Mais voilà, mais il faut que ces gens soient rassurés et qu'ils comprennent qu'au moins de symptômes, ils seront pris en charge en priorité. Parce que chez eux, bah, le pourcentage, il est quand même un peu plus élevé. Et là, il faut faire attention. Voilà. Alors qu'en dessous de 50 ans, le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de gens qui meurent après l'avoir eu, c'est 0,05, c'est 0,02 pour les trentenaires. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des chiffres qui sont extrêmement faibles, qui sont d'ailleurs du même ordre que la grippe, c'est-à-dire tous les ans, il y a aussi des gens en bonne santé de 30 ans qui meurent de la grippe. Alors, il y a quelques cas, hein, c'est extrêmement rare, mais malheureusement, ça existe. Bon, donc, c'est le même pourcentage. Donc, confiner ces gens-là, c'est complètement stupide. Il faut que toutes ces personnes-là puissent travailler et puis sortir le soir. Voilà. Et puis, tous ceux qui ont une fragilité, il faut leur conseiller de limiter leur interaction sociale et puis leur expliquer qu'ils auront une prise en charge de qualité et rapide dès qu'ils auront les premiers symptômes. Voilà. Alors en tout cas, Olivier Véran a clairement dit non à cette idée, hein, sous le prétexte pour des raisons de solidarité entre les générations. Oui, enfin, ça c'est du communisme, ça c'est effarant. Cette réponse-là, elle est effarante. Quoi. À ce niveau-là, c'est du communisme. Enfin, je veux dire, ça n'a pas lieu d'être dans une société de liberté. Quoi. Alors les conséquences du deuxième confinement sont déjà terribles. Chômage, licenciement, faillite d'entreprise. Et vous avez le gouvernement qui vous dit tranquillement que le confinement sauve des vies. Certes, mais en réalité, à l'heure actuelle, des centaines de milliers d'indépendants et de commerçants sont au bord de la ruine. Des centaines de milliers de salariés vont voir leur emploi menacé. Et des centaines de milliers de jeunes ne trouveront pas de travail. Nous sommes en train de créer des nouveaux pauvres. Ils ne vont pas forcément mourir du Covid-19, mais de la crise économique, ça c'est certain. Philippe Erlin, comment va-t-on pouvoir se relever? Oui. Oui, c'est-à-dire, il y a des secteurs qui souffrent particulièrement. Il y a un cabinet récemment qui a montré que le chiffre d'affaires de la restauration avait été divisé par 2 par rapport à 2019. Donc, ça fait 59 milliards d'euros en 2019. Ça va être divisé par 2 en 2020. Donc, il prévoit une entreprise sur 2 qui fera faillite. Donc, c'est absolument catastrophique. Et puis, on
En plus, on sera même pas, enfin, c'est même pas sûr que les restaurants et bars soient déconfinés le 31 décembre. Hein. Ça va peut-être continuer après en janvier, février. Donc, il y aura plus de la moitié. Ça va être vraiment une catastrophe. Et puis, il faut penser à tous les fournisseurs qui sont derrière, hein, aussi bien pour la nourriture que pour voilà. Enfin, ça va être une catastrophe. Il y a d'autres secteurs qui vont être très touchés. Le commerce aussi, tout le petit commerce, même s'il rouvre en décembre, bon, de toute façon, il y aura des pertes énormes. Et ça ne concerne pas que les petits. Il y a aussi les grandes chaînes. On sait que Célio, Camailleux, tout ça, des grandes chaînes qui étaient en position un peu limite avant. Bon, bah là, elles sont fusillées, quoi. Et donc, quand elles vont fermer, ça va faire des milliers d'emplois. Ça va être une catastrophe. Et pour remonter la pente, ça va être très dur. Je rappelle aussi, on voit à quel point on est mal dirigé, mais après le premier confinement, les prévisions de croissance de Bercy et aussi de l'Union européenne, c'était 8% de croissance du PIB en 2021. Dès le début, j'ai dit que c'était un chiffre complètement grotesque parce que même durant les 30 glorieuses où on avait 5% de croissance par an, on a atteint une seule fois 8% dans les années 50, je ne sais plus quoi exactement. Bon. Et penser que la France, qui se traîne à 1% de croissance, tout d'un coup va sortir 8%, bon voilà. Et là, comme c'est parti, si on a une troisième vague et encore un confinement en 2021, en début 2021, on sera en croissance négative encore. Ça va être une catastrophe, quoi. Et il faudra 10 ans pour revenir au niveau de 2019. Et entre-temps, il y aura des millions de chômeurs, des faillites exponentielles. Ce sera une catastrophe, quoi. Voilà. Philippe Perlin, on a détruit le peu qui restait de notre économie, notre culture, nos vies. Aujourd'hui, pour sortir de chez vous, vous devez vous munir d'une attestation, de justifier votre déplacement auprès des autorités. Vous devez porter votre masque partout, même à la maison, comme le conseille le ministre. On est dans la destruction la plus totale de nos libertés, de nos sociétés. Philippe Perlin, jusqu'où iront-ils? J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune limite. Oui, c'est-à-dire, parce que le masque à l'extérieur, on sait que ça ne sert à rien. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le masque à l'extérieur soit utile. Et si on l'impose, c'est vraiment qu'il y a une volonté il y a une volonté de déshumanisation, parce que ne plus voir le visage des gens, c'est quand même assez effrayant. Tout le monde masqué dans la rue. En plus, moi, je suis effrayé parce que je vois que tout le monde dans la rue le porte correctement. Moi, je le mets sous le nez. Je n'ai jamais mis mon masque. Alors, je le mets sous le menton comme ça pour éviter. Je le mets pour éviter l'amende, en fait. Mais je n'ai jamais respiré dehors avec un masque. C'est complètement stupide. En plus, c'est mauvais parce que on va respirer ces microbes. Donc, au moins dehors, profitons-en pour respirer de l'air pur. Et ben non, tous les gens le gardent sur le nez. Et je trouve ça assez affligeant. Quand on regarde les sondages, moi, ça m'étonne toujours, mais quand on regarde les sondages, il y a une majorité de Français favorables au confinement. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est un effet de peur, un effet de... Mais bon, voilà, c'est malheureusement, les gens ne se réveillent pas encore. Mais je crois aussi que ce qui contribue à ça, c'est on est un peu en état d'apesanteur avec le chômage partiel, qui fait que le chômage n'explose pas véritablement parce que tous les gens, enfin beaucoup de salariés aujourd'hui sont en chômage partiel, ils touchent presque leur salaire, enfin avec une petite perte quand même, mais ils touchent presque leur salaire. Et ils pensent encore qu'ils pourront revenir dans leur boîte une fois que ce sera fini. Bon, s'il y avait eu un seul confinement et qu'on était reparti après, oui. Le problème, c'est que si la moitié des restaurants fait faillite, bah, la moitié des salariés, après le chômage partiel, ils seront au chômage. Et puis, il y a plein de secteurs qui seront affectés, dans le tourisme, l'aéronautique, voilà, enfin, ça va être... Et là, ça va faire vraiment très mal, quoi. Alors, surtout qu'on vous annonce déjà une troisième et une quatrième vague. Enfin, selon les experts qui jouent souvent à Madame Soleil sur les plateaux de télé, qui dit troisième, qui dit quatrième vague, qui dit nouveau confinement. Oui, non, le problème, c'est que si la seule réponse, c'est le confinement, on peut obtenir éventuellement des résultats en cassant un peu la progression, mais dès que les gens se remettent en contact, bah, les interactions augmentent, donc le virus se remet à circuler, et on va aller de confinement en confinement, ce qui montre bien que ce n'est pas la solution. Ce qui montre bien que la solution, c'est que les actifs travaillent et sortent, et les personnes âgées et à comorbidité font attention et sont prises en charge dès les premiers symptômes. Voilà. Et comme ça, on peut éviter cette suite de confinement, reconfinement, déconfinement, qui va tuer l'économie, qui va avoir des effets vraiment désastreux, quoi. Parce qu'à la fin, ça va toucher tous les secteurs de l'économie. Il n'y a pas que les restaurants et les commerces. Hein.
Airbus, qu'est-ce qu'ils vont vendre comme avion maintenant que le trafic aérien chute, voilà, enfin les constructeurs automobiles aussi, qui va acheter une voiture aujourd'hui quand on n'est pas sûr de retrouver son travail sur nos chômages partiels. C'est pas le genre de dépenses qu'on va faire, hein, d'acheter une voiture. Et voilà, tous les biens durables, tout ça, on voulait changer la télé ou la machine à laver, bon, on se dit on va attendre un peu, quoi, voilà, quoi, on va réparer, on va attendre un peu, quoi, voilà, et tout ça, ça va avoir un effet qui va se transmettre à l'ensemble des secteurs de l'économie. Voilà, donc ça va être catastrophique. Alors, il y a un sujet qui revient très souvent sur la table depuis le début de cette crise sanitaire, le fameux grand reset. Vous avez publié un article, le lien est dans la description. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce fameux grand reset qui menace clairement nos libertés? Oui, voilà, le Great Reset, c'est un mot que je voyais très souvent apparaître sur Twitter, avec un peu une odeur de soufre, avec un peu, quand je disais un peu les commentaires, pas mal aussi de tests complotistes, les banques vont prendre le pouvoir, des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai voulu en savoir plus, et donc là, j'ai profité de quelques jours de pause, là, de pont, pour aller à la source, hein, c'est-à-dire lire le livre de Klaus Schwab, qui s'appelle The Great Reset, et qui a été traduit en français, La Grande Réinitialisation, pour voir de quoi il retourne. Et donc, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur ce qui nous arrive. Il n'y a rien de complotiste là-dedans parce que tout est transparent. Et dans ma note, j'ai fait que reprendre des citations, il y a 27 en tout, des citations du livre, en les mettant bout à bout pour montrer quel était l'objet, quelle était la logique qui était défendue dans ce livre. Voilà. Et donc, pour résumer, comment dire, le Covid, la crise du Covid, c'est ce qui permet d'enclencher le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, je précise tout de suite, alors ce sera un autre sujet, une autre vidéo, mais le réchauffement climatique, j'ai jamais cru. Il n'y a aucune preuve scientifique du réchauffement climatique. On nous parle d'un consensus qui est tout à fait relatif. Et il y a surtout des centaines et des milliers de chercheurs dans le domaine qui ne sont pas du tout convaincus qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. Hein. La température augmente un peu sur le XXe siècle, elle a globalement un peu augmenté, mais de à peine 1 degré. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est d'origine humaine, en brûlant des énergies fossiles, est-ce qu'il augmente le CO2, est-ce qu'il va avoir un effet d'emballement qui va faire que la Terre va ressembler à un désert, bon, qui est la thèse des réchauffistes. Cette thèse-là n'est nullement démontrée. Il y a déjà eu des périodes où il faisait plus chaud. Au Moyen-Âge, il y a une période où il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Bon, et à l'époque, on ne brûlait pas de pétrole. Hein, donc, bon, enfin bref, il y a tout un tas d'explications là-dessus. Je peux renvoyer aussi au livre de François Gervais, L'urgence climatique est un leurre, qui est un très bon résumé de tous ces sujets-là. Bon, voilà. Et le réchauffement climatique, avant que le Covid vienne, le grand sujet des médias, des journaux télévisés, c'était le réchauffement climatique. On en mangeait tous les jours. Quoi. C'était hallucinant. Le problème du changement climatique, c'est que même si on construit des scénarios cataclysmiques, on a du mal à se dire on commence demain. On a du mal à enclencher le truc. Quoi. Et ça avait un peu de mal, même avec Greta Thunberg qui faisait pleurer dans les chaumières, on avait un peu de mal à démarrer vraiment une société comme nous voulaient les écologistes. Voilà. Et puis est arrivé le Covid. Et le Covid, c'est un peu ça, parce que le Covid, ça a provoqué une chute des émissions de CO2. En 2020, on va avoir une chute des émissions humaines de CO2 de 8%, ce qui correspond d'ailleurs aux chiffres recommandés par l'accord de Paris. Voilà, donc là, on a enclenché une baisse des émissions de CO2 de façon vraiment drastique. Et ensuite, ce qu'explique le livre, et c'est l'objet du grand reset, c'est qu'une fois qu'on en aura terminé, et là je donne les citations, hein, donc il ne faut pas m'accuser de flopotisme, hein, j'ai écrit 10 livres, des centaines d'articles, je mets au défi quiconque de trouver une mention favorable d'une quelconque théorie du complot, il ne faut pas venir me chercher sur ce terrain-là. Et c'est le livre lui-même de Klaus Schwab qui explique qu'une fois que le Covid sera passé, même si on a le vaccin, on ne pourra pas revenir comme avant, parce qu'avant, c'était un monde méchant, plein d'inégalités, voilà, avec des crises où on brûlait trop d'énergie fossile et que la crise climatique, elle sera encore plus terrible que le Covid. Donc, une fois qu'on sera sorti du Covid, même avec le vaccin, il faudra faire cette transition énergétique et ce contrôle de toute la société, parce que le réchauffement climatique,
ça revient à contrôler la vie de tous les individus, parce que quand on contrôle vos déplacements, votre habitation, les industries, l'agriculture, et voilà, il ne reste plus grand-chose. Voilà, donc c'est une étatisation complète de l'économie. C'est pour ça que c'est du succès. Pourquoi est-ce qu'on nous parle tant de réchauffement climatique? Mais parce que c'est un argument en or massif pour les étatistes de tout poil de régenter nos vies. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès en Europe, où malheureusement on a une culture très étatiste, et encore plus spécialement en France, où tout le monde est étatiste, tout le spectre politique est étatiste, de Marine Le Pen à Mélenchon, de LR à République En Marche et aux centristes style Bayrou. Ils sont tous, vous remarquerez, ils sont tous adeptes du réchauffement climatique. Ils en ont tous, d'ailleurs, aussi bien Mélenchon que Marine Le Pen, on en fait des tartines pendant l'élection présidentielle sur la transition énergétique, machin. Le Mélenchon, c'était sur la planification écologique et sociale. Enfin, bon. Et puis République En Marche aussi, voilà. LR, enfin, ils sont tous, voilà. Et je signale d'ailleurs que le lendemain de son discours sur le confinement, Emmanuel Macron a sorti un tweet pour dire qu'il s'engageait à ce que la France, attention, diminue ses émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. 2030, c'est bientôt, c'est dans 9 ans. Diminuer les émissions de CO2 de la France de la moitié en 10 ans, en 9 ans, c'est un cataclysme inimaginable. C'est quasiment un Covid tous les ans, quoi. Je veux dire, il n'y a plus d'industrie, les voitures sont quasiment interdites. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de terrifiant. Mais il a publié ce tweet-là. Ça n'a pas été repris par les médias, par la presse, voilà. Donc, mais ça exprime bien cette logique du grand reset, voilà. Le grand reset, c'est ça, c'est les étatistes de tout poil qui utilisent la crise du virus pour nous refourguer le réchauffement climatique, c'est-à-dire, au fond, une étatisation de la société, de l'économie. C'est pour ça qu'il faut tuer le petit commerce, parce que le petit commerce, les PME, les TPE, ce sont des gens indépendants qui n'ont rien à demander à personne, donc ce sont des gens libres, donc ce sont des gens dangereux que l'État ne peut pas contrôler. Donc il faut éliminer tous ces gens-là, donc c'est pour ça qu'on fait le confinement, c'est pour ça que le confinement répond à cette logique. Il faut éliminer ces gens-là, et ensuite les multinationales pourront racheter leur pas de porte, et ça, il y a 2 citations dans le livre de Klaus Schwab que j'ai mises dans ma note, donc c'est pas moi qui l'invente, ça. Et les grandes multinationales qui sont liées aux États. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Le fait que les États soient liés aux grandes multinationales par des subventions, des réglementations, du pantouflage, on passe souvent de l'un à l'autre, c'est des choses qui se voient souvent. Et ça, c'est la négation du vrai capitalisme, hein. Il faut être clair. Donc voilà, on tue le vrai capitalisme pour mettre en place, pour avantager le capitalisme de connivence, donc les grandes sociétés avec l'État, et puis renforcer l'étatisation de la société. Et ça, c'est quelque chose, moi je le dis, tous les adeptes de la liberté qui a fait la prospérité de l'Occident, aussi bien au niveau économique qu'au niveau intellectuel et artistique, tous les défenseurs de la liberté doivent lutter contre ce qu'on appelle le Great Reset. Voilà, et donc j'ai fait cette note pour alerter, voilà, pour dénoncer ce danger mortel. Comment vous voyez la suite des événements au niveau politique comme économique? Moi, je crois qu'il faut justement prendre un peu de la hauteur. C'est pour ça que j'ai fait cette note sur le Great Reset. Et il faut arrêter d'être le nez dans les statistiques. Alors, enfin, il faut en parler, mais il faut aussi avoir un regard critique. Hein, c'est ce que j'ai fait et ce que d'autres font. Et puis, il faut prendre du recul et puis réaffirmer les valeurs de liberté. Voilà, simplement. Les libertés de se déplacer, la liberté de produire, de commercer, voilà, de vendre, qui sont aujourd'hui complètement remises en cause. Ce sont des droits qui sont imprescriptibles. Si on prend la déclaration d'août 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, comme on dit, qui est repris dans notre Constitution, ce sont des droits sacrés et imprescriptibles. Et ça, on l'a malheureusement oublié. Donc moi, je considère qu'il faut aussi situer le débat à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment, stop, quoi. Voilà, on ne va pas tous mourir et s'appauvrir pour des motifs sanitaires qui ne sont pas rationnels. Voilà. Merci beaucoup Philippe Erlin d'avoir répondu à nos questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager un maximum la vidéo. Un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, restez libres.